Tout d'abord, et justement, j'ai préparé quelques diapositives, puisque la majorité des enseignants et des étudiants ne connaissent pas beaucoup de choses sur le cycle du carbone dans l'océan, il faut comprendre le cycle du carbone, les éléments principaux, puisque c'est parce que le cycle du carbone dans l'océan est perturbé par la quantité du CO2 anthropique qui est émis dans l'atmosphère et qui, par les échanges interface océan-atmosphère, ça rentre dans l'océan. Donc, je vais tout d'abord vous parler de ce CO2 qui est dans l'atmosphère, d'où il y a une composante de ce CO2 qu'on mesure dans l'atmosphère qui est liée au signal anthropique. Et donc, ce qu'on va appeler acidification, c'est la baisse du pH uniquement qui est dans l'océan d'aujourd'hui est liée au signal anthropique. Je vais donc introduire les échanges de flux de CO2 entre l'océan et l'atmosphère, sachant aussi qu'il y a une composante de flux échangé avec les sédiments et aussi avec le continent via les fleuves, mais je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais on pourra en discuter à la fin de mon cours pour ceux qui travaillent sur le sédiment ou pour ceux qui travaillent sur les continents, sur les fleuves, etc. Alors, je vais introduire dans une troisième partie de ces mécanismes qu'on appelle la prise ou la séquestration et la séquestration du CO2 atmosphérique par l'océan. L'océan, il prend de l'atmosphère et il pompe ce qu'on appelle le puits de carbone dès sa composante naturelle et sa composante anthropique. Et je vais évoquer par quels mécanismes, donc à la fois des mécanismes physiques, des mécanismes chimiques et des mécanismes biologiques qu'on appelle les trois pompes à carbone dans l'océan. Donc, il faut comprendre comment ces trois types de mécanismes sont perturbés par le changement climatique et en particulier par la pénétration aussi de ce CO2 d'origine anthropique dans l'océan. Alors, donc tout d'abord, certainement, beaucoup d'entre vous qui connaissent l'atmosphère connaissent ce type de figure qui montre l'évolution du CO2 mesuré dans l'atmosphère depuis 1955 jusqu'à l'année 2000, pour la figure de gauche. C'était vraiment un pionnier, David Keeling, de la Scripps Institute Oceanography aux États-Unis, qui avait commencé à mesurer et qui avait développé la méthode pour pouvoir mesurer des concentrations de CO2. Et qu'il faut retenir, c'est cette augmentation exponentielle du CO2 avec les variations saisonnières, ces variations saisonnières qu'on observe chaque année, et les valeurs de CO2. Les valeurs de CO2, on part en 1955 d'une valeur de 315 et on atteint une valeur de 370. Donc, on a une augmentation régulière et une variabilité saisonnière que nous n'allons pas beaucoup en parler aujourd'hui, mais qui est très important parce que c'est lié à la végétation continentale, c'est-à-dire au fait que lorsque les plantes font la floraison pendant le printemps, elles vont pomper du CO2 et on va avoir une diminution du CO2 dans l'atmosphère. Et quand il n'y a plus le bloom, la floraison importante de la végétation continentale, on va avoir une augmentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc l'atmosphère est un réservoir qui peut nous révéler ce qui se passe et dans le continent et dans l'océan. Et nous allons y revenir par la suite. Sur la figure des droites, on observe aussi ce même type de données, c'est-à-dire une augmentation du CO2, mais qui vient pendant les années les plus récentes et qui compare en fait l'évolution à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud et qui a donc une simultanéité et une augmentation du CO2 qui change. Avant les années 80, on avait une augmentation de 1 ppm par an et depuis les années 80, ça a doublé. On a une augmentation de 2 ppm qu'on ne voit pas très bien dans cette picture, mais qu'il faut la retenir. Alors, vous voyez qu'avec cette augmentation, on arrive, en fait, aujourd'hui, je ne l'ai pas montré ici, mais on arrive à des valeurs de concentration supérieures à 400, 410 ppm des CO2. Ça veut dire qu'en 100 ans, on a une augmentation de 100 ppm. 100 ppm et on est passé d'une valeur
de 280, ici des 310, hein, jusqu'à une valeur de 400 aujourd'hui, donc une augmentation qu'on va comparer avec les augmentations du CO2 de passé. Mais avant de regarder ces variations du CO2 dans le passé, je vous montre ici en fait les évaluations des émissions de carbone par habitant. Hein, je préfère toujours les montrer par habitant parce que la majorité des journaux ils montrent l'augmentation du CO2 au total et ça ne donne pas du tout les mêmes responsabilités. On voit ici que par tête d'habitant, en fait, ce sont les États-Unis, hein, c'est les États-Unis et les pays européens et ici aussi la Russie. Hein, il n'y a pas le Japon dans cette figure, mais par tête d'habitants, ce sont les pays responsables, donc par la plus grande quantité des émissions par habitant en tonnes de CO2 par an. Alors, en vert, cette figure vous montre la quantité des tonnes de CO2 par habitant qu'il faudrait qu'on arrive à avoir cette valeur pour qu'il y ait un objectif de stabilité de l'augmentation de la température que ça produit. Alors, vous voyez bien que, donc, j'aime bien là, la petite bande dessinée, continuez à vous développer comme ça, vous allez détruire la planète et on voit que, du moins jusqu'aux années 2000, en fait, et même aujourd'hui, par tête d'habitants, les contributions de la Chine ne dépassent pas du tout les émissions produites par les pays occidentaux, par les États-Unis et par l'Europe. Alors, pour comprendre, en fait, ces évolutions du CO2 dans l'atmosphère, on est obligé de regarder si ces évolutions du CO2, comme cela le suggère ces apports des émissions d'origine anthropique, ben, est-ce qu'on a connu dans le passé des variations du CO2 dans l'atmosphère similaires ou est-ce que cette augmentation du CO2 est plus grande, plus importante, plus rapide que les variations du CO2 dans l'atmosphère dans le passé? Et donc, c'est des collègues, c'est une coopération entre la Russie et la France qui a fait qu'à Vostok, donc en Antarctique, on a mesuré et on le sait, on a développé les techniques que je montre rapidement ici, les carottes des glaces qui emprisonnent la valeur du CO2 qui contenait l'atmosphère au moment où la glace s'est formée, qu'on coupe en petites lamelles et qu'on mesure, on a développé la technique pour mesurer le CO2, pour mesurer les autres éléments qui nous permettent de reconstruire ici les variations de la température en rouge, les variations du CO2. Donc, à gauche, c'est aujourd'hui, à droite, c'est dans le passé. Cette graphique, elle existe aujourd'hui, mais j'aime bien présenter les premières données qui ont été publiées dans la question. Aujourd'hui, on est capable de reconstruire jusqu'à 1 million d'années. Et vous observez donc le CO2 ici en bleu, des diminutions, des augmentations régulières. On a des cycles et ces cycles sont liés au changement climatique, liés à la composante de l'orbite de la Terre sur la planète. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est les ordres de grandeur du CO2. Ça varie de 180 à 280, voire à 300. Donc, vous voyez qu'on a déjà 100 ppm de moins que ce que l'on observe pendant l'époque actuelle. Et on la constate puisque j'ai ploté ici la valeur qu'il y avait quand j'avais commencé mes études sur le CO2, il y a maintenant 20 ans. Et on voit 365 ppm et les prévisions futures qui peuvent atteindre jusqu'à 1600 ppm. Aujourd'hui, on est à 400-410 ppm. Donc, on voit bien qu'au moins pendant 400 000 ans, 1 million d'années, l'atmosphère n'a jamais connu des ordres de grandeur de ceux que l'on mesure aujourd'hui. Alors, la question que l'on se pose, et c'est là où va rentrer et l'océan et le continent et la végétation terrestre, c'est qu'il y a une partie, quand le CO2 diminue, et on l'observe ici sur cette figure, où est-ce qu'il passe ces CO2 lorsque le CO2 de l'atmosphère diminue? Et c'est là où on va avoir donc que cette composante dans le climat actuel, dans le climat depuis le début de l'ère industrielle, il y a une composante naturelle et perturbée et qu'il va falloir tenir compte des échanges des flux avec des réservoirs, dont avec l'atmosphère et avec les continents. Ce diagramme, qui est le diagramme du flux du cycle de carbone, vous montre de façon très grossière, mais très simplifiée de façon à comprendre, que l'échange entre l'océan et l'atmosphère est très différent que l'échange entre l'atmosphère ici et la végétation terrestre, puisque vous voyez qu'il y a
70 gigatonnes de carbone qui sort de l'océan et l'océan qui pompe un flux du même ordre de grandeur. Ça, c'est uniquement pour les flux d'ordre naturel. Nous voyons donc que les échanges sont des échanges d'ordre physique, puisque c'est un fluide, l'atmosphère, qui est en contact avec l'océan, et ça va être donc des lois reliées à la solubilité des gaz, hein, le CO2 étant un gaz. Lorsqu'il s'est dissous dans l'océan, ça va être tout d'abord régulé par des mécanismes de solubilité, par des mécanismes physiques, et nous voyons qu'uniquement lorsqu'on considère le carbone de type naturel, l'océan pompe autant de carbone qu'elle relâche. Quand il pompe, on appelle ça le puits de carbone océanique. Lorsqu'il relâche, on dit que l'océan se comporte comme une source, et c'est sur ce flux-là où je vais orienter aujourd'hui mon cours sur le pompage du CO2 par l'océan et les effets sur l'acidification. De l'autre côté, les échanges avec les continents, ce sont des échanges régulés par des mécanismes biologiques, puisque le CO2 de l'atmosphère est en contact directement avec la végétation, et nous voyons que l'ordre de grandeur est le même, mais ici légèrement supérieur, puisque la végétation terrestre, sans qu'il y ait eu des changements liés au climat, puisque tous ces flux sont en train d'être modifiés aujourd'hui par le changement climatique, dans un système à l'équilibre, la végétation terrestre pompe 100, elle relâche 50, et les autres 50 pour maintenir les systèmes à l'équilibre est dû à l'activité des sols qui relâche aussi 50 gigatonnes de carbone. Donc, on n'a pas d'accumulation de CO2 dans l'atmosphère et qu'un bilan de tout ce qui rentre moins ce qui sort dans les deux, entre les trois réservoirs, c'est nul. Maintenant, si nous passons à la perturbation anthropique actuelle, et on voit de façon très grossière que l'équilibre n'est plus du tout respecté et qu'on a une accumulation des 3,3 milliards de tonnes par an. En fait, ça, ce sont des valeurs avant les années 2000. Une accumulation, donc l'océan, il continue à pomper. Mais dans ce cas-là, il va pomper moins de ce qui va rester dans l'atmosphère. Et c'est la même chose par rapport aux émissions liées aux activités humaines. Donc, on va avoir des flux en plus, les émissions qui sont de l'ordre de 5,5 pour tout ce qui est l'activité, les voitures, les constructions, l'utilisation des fuels fossiles pour l'énergie, et quand même la déforestation qui intervient avec 1,6. Vous voyez la comparaison par rapport aux émissions anthropiques qui sont vraiment très importantes. Donc de 20% à peu près, hein, les émissions liées à la déforestation. Donc on a un lien entre changement climatique et lien avec les régulations des écosystèmes terrestres, mais nous allons voir que les écosystèmes marins aussi jouent un rôle fondamental dans l'effet de rétroaction de l'océan, comme la végétation continentale. Nous allons voir le rôle de la végétation, ce que j'appelle la forêt cachée dans l'océan, et qui va jouer un rôle fondamental dans la régulation aussi de la quantité de CO2 que l'océan va pomper et qui ne va pas rester en excès dans l'atmosphère. Donc, c'est dans ce contexte-là que mon cours s'inscrit. Alors, pourquoi ce rôle si important? Vous allez le voir de l'océan dans le CO2. La première raison que j'illustre dans ce cartoon-là, c'est un cartoon que je fais à peu près en respectant la taille, hein, les réservoirs. Ça représente le réservoir océanique, le réservoir de la biosphère terrestre, l'atmosphère, et vous voyez en tout petit la perturbation anthropique. Donc, il ne faut pas penser que la perturbation anthropique, c'est un truc gigantesque, ce que nous avons le défaut par notre civilisation. La perturbation est petite, mais elle va jouer un rôle fondamental. Il n'y a pas besoin que ce soit des quantités gigantesques, puisque l'océan, vous le voyez, 38 000 gigatonnes de carbone, il est plusieurs ordres de grandeur plus important comme réservoir que la perturbation anthropique. Mais il se trouve que cette perturbation anthropique, elle va arriver et elle va rester à la surface de l'océan, puisque l'océan, il est stratifié, et que c'est l'activité biologique qui se trouve à la surface, donc elle va mettre cette perturbation anthropique, plus un temps beaucoup plus long que celui du temps de résidence des eaux océaniques, qui est de l'ordre de 1500 ans. Ça va mettre des centaines de milliers d'années pour s'homogénéiser dans l'océan, donc cette perturbation, elle va durer très très longtemps, et tout d'abord, ça va affecter la couche de surface océanique, là où on retrouve l'activité biologique. Alors, donc,
la première raison pour laquelle l'océan va réguler, et c'est ce que je vais aussi montrer un petit peu pendant mon cours, c'est lui qui, à long terme, aux échelles décennales et du long terme, va vraiment réguler puisque l'océan occupe 70% de la surface de notre planète. Les réponses sur le long terme, c'est vraiment l'océan qui va le réguler. Donc, on doit comprendre comment il pompe ce CO2 d'origine anthropique. Alors, nous ne savions pas au début que l'océan pompait cette quantité de carbone, une grande quantité de carbone. Donc, il fallait déjà évaluer quelle quantité de carbone arrive dans l'océan et quelle partie est due au signal anthropique. Cette figure est une figure que j'aime beaucoup. Et où sont les puits de carbone? Où est ce carbone qui manque? Parce que quand on a fait le bilan, et c'est ce que je vais montrer ici, entre la quantité du CO2 en noir, c'est les fuels fossiles, les émissions des fuels fossiles. Vous voyez comme ils s'augmentent entre 1960 et l'année 2000. En bleu, c'est la quantité annuelle qui augmente du CO2 dans l'atmosphère. Donc, vous voyez déjà une certaine cyclicité. Et vous voyez qu'entre les émissions en noir et la quantité qu'on a mesurée dans l'atmosphère, il y a une énorme différence. Et c'est ça qui nous a fait dire qu'il y avait des puits. Il y avait des puits de CO2 et que ces puits, une grosse partie pouvait être dans l'océan et une autre partie dans les continents. Alors, c'est cette différence-là, donc il va falloir qu'on retrouve combien passe dans les continents et combien passe dans l'océan. Et moi, aujourd'hui, je vais concentrer mon cours dans cette quantité, en fait, qui est en train de passer et que vous voyez que la distance entre la courbe bleue en 1960 par rapport à la distance entre la courbe noire et la courbe bleue dans les années 2000 et aujourd'hui, elle ne fait que s'agrandir. Ce qui nous laisse supposer comme hypothèse que la taille de ce puits qui est en train d'être absorbé est en train d'augmenter et de devenir chaque fois plus grand. Donc, on peut se poser la question, quelle est la taille du puits océanique et comment il est en train d'augmenter et combien de ce puits océanique est lié à la séquestration du CO2 d'origine anthropique, à savoir combien de carbone anthropique se retrouve aujourd'hui dans l'océan et dans quelle profondeur de l'océan il a déjà atteint. Donc, dans ces diagrammes, c'est un petit peu comme les bilans de carbone intérieur, mais on va se focaliser ici sur la partie océanique. Dans cette partie océanique, et ça c'est en noir, ce sont les flux naturels, donc pré-industriels, et en rouge, ce sont les flux anthropiques, donc à partir de 1990. Ce que l'on observe, c'est donc évidemment ces chiffres. Chaque fois que je vous montre un cycle du carbone, le chiffre va changer parce que ça correspond à une période différente. Donc, on a par rapport aux fuels fossiles 244 dans le réservoir des plus qui ont été brûlés, ce qui nous donne un flux de 6,4 pétagrammes de carbone qui sont émis donc dans l'atmosphère. Et on a pour l'océan les flux qui sont à peu près équilibrés noirs pour la partie naturelle, et on a une différence d'environ 2 pétagrammes de carbone qui sont pris par l'océan dans la configuration anthropique. De cette partie-là, donc vous voyez qu'il y a un énorme réservoir dans l'océan. Nous avons donc un réservoir des 900 pétagrammes comparé au réservoir atmosphérique des 597. Donc il y en a déjà un peu plus dans la surface océanique. On a fait augmenter de plus 165 le contenu total de réservoir dans l'atmosphère et on fait augmenter de plus 18 pétagrammes le CO2 dans la surface océanique. De cette quantité de CO2 anthropique qui arrive à la surface océanique, il y a une certaine partie ici, 1,6, qui va passer de la couche de surface vers la couche profonde par deux mécanismes, ce qu'on va analyser aujourd'hui, la pompe biologique et la pompe physique, c'est-à-dire la plongée, la formation d'eau dense depuis la surface jusqu'au fond, et le pompage à la surface par le phytoplancton ou les algues, c'est-à-dire cette végétation cachée dont je vous parlais, mais qu'à cause du mélange turbulent et des résurgences océaniques, les eaux pollines, c'est-à-dire les eaux qui montent des eaux profondes intermédiaires vers la surface, il y a une partie de ce carbone qui descend, qui va remonter, et à nouveau par la formation des eaux denses qui a lieu au nord de l'océan Atlantique et dans l'océan Antarctique, qui vont jouer un rôle clé non seulement
pour la régulation de la chaleur, mais aussi dans ce que j'appelle la machine à pomper le carbone qui représente l'océan. Et il y a une petite partie qui va atteindre le sédiment, dans lequel ce CO2 va être enfui, et ça va fabriquer des fuels fossiles qui vont pouvoir être donc exploités dans des millions d'années. Alors, une grande partie de ce carbone de la surface, il va être donc échangé par l'activité biologique qui ne retient qu'un réservoir très petit, mais qui remet par la dissolution, lorsque les organismes marins meurent, ils font repartir une certaine partie du carbone aussi vers les eaux intermédiaires et vers les eaux profondes. Donc, non pas tout le carbone qui arrive de l'atmosphère, pas tout le carbone anthropique, passe dans les sédiments, une faible partie, environ 1% dans chaque cycle, et l'autre partie va revenir, et ce cycle il va durer très longtemps, ce qui fait que le temps de résidence du CO2 anthropique dans l'océan est beaucoup plus grand que le temps de résidence donc de l'eau. Alors, comment on fait? Tout ce que je viens de vous montrer, en fait, il y a des centaines, voire des milliers de chercheurs qui travaillent pour essayer de quantifier chacun de ces flux, et il y a une partie qui s'est faite en mesurant le CO2 dans l'atmosphère et le CO2 à la surface océanique. Je vous montre ici la carte en noir et en rouge. Ça vous montre tous les trajets dans lesquels il y a eu des bateaux océanographiques ou des bateaux commerciaux qui ont été équipés pour mesurer le CO2 dans l'océan. Et vous voyez qu'il y a des régions, en fait, qu'on connaît beaucoup moins, par exemple ici dans le Pacifique Sud, Évidemment, l'Atlantique Nord échantillonné par l'Europe et par l'Amérique du Nord a été beaucoup documenté, mais il y a d'autres régions dans l'océan Indien Sud, le Pacifique Sud, l'océan Antarctique, ici la mer de Weddell et l'Arctique, dans lesquels nous continuons à avoir, et en Méditerranée, relativement peu de mesures de CO2. Alors, et en bas, ça vous donne le nombre de mois dans lesquels nous avons des mesures. Alors, ça, c'est on met des instruments dans certains bateaux. Je vais vous montrer un bateau sur lequel je mets ces instruments. J'organise des campagnes en Arctique et en Antarctique pour mesurer donc de façon continue le CO2 à la surface océanique, mais aussi dans toute la colonne d'eau. On va y revenir par la suite. Alors, avec ce type de mesure, on évalue ce que je vous montre ici dans cette figure, qui est le flux échangé entre l'océan et l'atmosphère. Donc, c'est la première validation. C'est ce qui nous permet, en fait, ces flux que je vous ai montrés, les différences des 2 gigatonnes de carbone, c'est l'intégration de cette carte. On évalue dans chaque point de mesure la différence entre le flux de l'océan, la valeur du P de CO2 de l'océan moins la valeur du CO2 dans l'atmosphère. Lorsque ce flux ici, il est négatif, c'est-à-dire ce sont les couleurs bleues et les couleurs violettes, ça veut dire que l'océan, il pompe du CO2. Il y a le CO2 de l'atmosphère qui passe vers l'océan. Lorsque ce flux est positif avec des valeurs ici, par exemple, dans le Pacifique équatorial, dans l'Atlantique équatorial, ici en mer d'Arabie au nord, nous avons des couleurs rouges, c'est-à-dire des flux positifs. Cela nous implique que l'océan est en train de relâcher du CO2 de l'océan vers l'atmosphère. Lorsqu'on fait la somme, c'est un bilan, on fait la somme de tout ce qui rentre moins ce qui sort, on obtient comme bilan annuel, mais on a un flux qui varie entre moins 66 à moins 199 pétagrammes de carbone par an, et c'est de là qu'on obtient, donc ça c'était en 2009, aujourd'hui on est à 2 pétagrammes ou gigatonnes de carbone par an, donc un puits très grand, de 2 gigatonnes de carbone. Ça veut dire que s'il n'y avait pas ce pompage de CO2 par l'océan, la valeur du CO2 dans l'atmosphère serait donc beaucoup plus grande. Alors, ça c'est CO2 qui rentre dans l'océan. Et je vous montre ici très rapidement, on calcule le P de CO2 mesuré dans l'eau, moins la différence dans l'air, proportionnel à 2 coefficients. Le coefficient K qui me donne la vitesse à laquelle le flux, évidemment, ce flux va dépendre du vent. S'il y a plus de vent, le flux va être plus intense, c'est pour ça que c'est proportionnel, à la même différence des gradients de P de CO2. Et le KS, c'est le coefficient de solubilité qui dépend de chacun des gaz, et que je vous montre ici à droite.
comment évolue le CO2 en fonction de la température. Et ce que l'on observe en fait, ce qu'on va avoir, c'est que plus les eaux sont chaudes, moins le CO2, moins l'océan va pomper du CO2. Plus l'eau est froide, plus le CO2 peut pomper à la capacité de pomper. Ce qui veut dire que plus le CO2 de l'atmosphère augmente, moins l'océan va pouvoir absorber du CO2. Donc, l'effet des rétroactions du réchauffement de l'océan par le changement climatique, déjà va venir me modifier la constante de solubilité Ks, qui fait qu'un océan beaucoup plus chaud peut pomper beaucoup moins de CO2, comme ça, qui vient de l'atmosphère. Alors, ce gradient de P de CO2 de l'eau moins P de CO2 de l'air, plus le CO2 augmente dans l'atmosphère, plus il pénètre. Mais comme l'océan a été stratifié, il va y avoir un certain moment que le CO2 de la couche de surface océanique augmente et que l'océan, au lieu de continuer à pomper, il va se mettre à relâcher vraiment dans des endroits où aujourd'hui, où il y a 10 ans, c'était un puits. Et c'est ce qui montre mes dernières données obtenues, par exemple, dans l'océan Arctique, où la fonte des glaciers continentaux et la fonte de 40% de la couverture de glace est en train de nous amener, en fait, non seulement à réduire l'intensité de ce puits, mais à convertir l'Arctique dans une zone source complète de CO2 de l'océan vers l'atmosphère. Donc, si l'on veut comprendre l'acidification des océans, il faut aussi comprendre ce terme-là de P de CO2 qui provient de l'atmosphère, et il faudrait pouvoir extraire la fraction de ce CO2 qui est d'origine anthropique. Dans cette équation qui est l'équation des solubilités, la salinité, la température est proportionnelle à la température, mais c'est proportionnel aussi à la salinité, mais sachez que la température joue un rôle beaucoup plus grand, beaucoup plus important que la salinité, ce qui fait que souvent on tient peu compte de l'effet de la salinité dans la solubilité, mais dans le cadre du changement climatique actuel, les changements de la salinité par plus d'évaporation dans les basses latitudes ou dans les régions tropicales, ou la baisse de salinité par la fonte de glace en Arctique ou dans les océans polaires, fait que la solubilité peut être aussi modifiée par des fortes variations de la salinité. Alors ça, c'est pour vous montrer que plus le vent est intense, plus en fait le flux échangé entre l'atmosphère et l'océan va être important. Ça, ce sont des expériences qui sont faites en soufflerie. Et vous avez ici en abscisse la vitesse du vent à 10 mètres de hauteur en mètres par seconde, et ici, on ordonnait le coefficient de transfert des gaz dans le CO2 par différentes formules, c'est-à-dire par différents expériments qui ont été faits en soufflerie. On voit que les équations changent, en fait. Depuis 1999, la première équation proposée par Wanikoff et McGill, comment l'intensité de ce flux change. On voit des équations différentes, mais qui quand même, c'est là où on a les vents les plus intenses qui va nous donner un transfert des gaz qui va être très, très, très fort. Ce qui fait qu'évidemment, c'est dans les hautes latitudes polaires ou tempérées où ce transfert des gaz de l'atmosphère vers l'océan est très, très intense. Et donc, on a comme région clé pour pomper cet excès de CO2 et amener une grosse quantité du CO2 anthropique de l'atmosphère vers l'océan, les régions arctiques, antarctiques et les régions tempérées et polaires. Ce qui fait que j'ai orienté donc mes recherches et je vais vous montrer quelques résultats donc de ce qui est en train de se passer dans ces régions, puisqu'à cause des mécanismes océaniques comme une pompe biologique très active et des formations d'eau dense qui ont lieu là, c'est l'endroit clé pour le pompage de CO2 par l'océan. Alors, rentrons un petit peu donc dans tout ce que je viens de vous parler, tous ces mécanismes qui vont réguler ce qu'on a mesuré, qui était le P de CO2 de cette couche de surface, qui va réguler le CO2 de l'atmosphère. En fait, donc d'abord, ce qu'on vient de voir, ce terme-là, qui est les échanges entre l'océan et l'atmosphère, et la pompe à solubilité, que je viens d'expliquer. Il y a donc une caractéristique très importante que je vais introduire maintenant très rapidement, mais qu'on verra plus en détail plus tard, c'est
le carbone océanique. Le carbone océanique a la particularité, et c'est le seul réservoir dans notre planète, dans lequel nous trouvons le carbone, le CO2, sur 3 formes chimiques. Alors que le CO2 dans l'atmosphère, il n'est que sous la forme de CO2, la pression partielle de CO2 qu'on a vu tout à l'heure, puisque c'est un gaz. Dans l'océan, le carbone, il est sous 3 formes chimiques. On verra les équations tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on appelle le carbone inorganique total dissous dans l'océan qui se trouve à la surface ou qui parcourt aussi tout l'océan profond. Alors, ce carbone inorganique dissous, sous 3 formes chimiques, CO2, carbonate et bicarbonate, va interagir avec ce qu'on appelle la production biologique, c'est-à-dire la pompe biologique à carbone. Donc, une partie du CO2 qui arrive de l'atmosphère dans la couche de surface va être pompée par les organismes capables d'un mécanisme incroyable qui est la photosynthèse, qui prend l'énergie du soleil et qui prend le CO2 qui vient de l'atmosphère. Donc, par ce mécanisme-là, lorsque ces organismes sont soit mangés par des plus gros prédateurs, soit par les pelotes fécales, soit parce qu'ils meurent, ils s'amènent à l'intérieur d'eux ce carbone d'origine naturelle ou anthropique vers les eaux profondes, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique à carbone. Par les transports, donc ici à gauche des masses d'eau, les masses d'eau peuvent faire remonter le carbone inorganique dissous qui s'est trouvé au fond, ou les masses d'eau qui plongent de la surface jusqu'au fond des océans peuvent transporter directement du carbone naturel et du carbone anthropique de la surface jusqu'au fond, et 1% à chaque cycle retourne vers les sédiments. Donc on retient 3 pompes, la pompe à solubilité, la pompe physique, la pompe biologique, et parfois on appelle ces pompes à solubilité la pompe thermique de carbone. Alors, je vais passer très rapidement, mais parce qu'il faut comprendre, pour comprendre l'acidification, un tout petit peu ces mécanismes, et surtout parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas grand-chose à l'océan. Donc, la pompe physique, je représente en fait dans cette figure ce qu'on appelle le conveyor belt, c'est-à-dire le tapis roulant de l'océan. Alors, les eaux de l'océan, il a la caractéristique. Ça, c'est montré en 3 dimensions. Ça, c'est l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Les trajets que vous voyez en bleu, c'est les trajets des eaux profondes, des eaux denses. Les mouvements dans l'océan, pour ceux qui travaillent dans l'atmosphère, c'est pareil que dans l'atmosphère. Lorsqu'une masse d'eau devient dense, elle plonge. Mais la densité dans l'océan est plus compliquée puisqu'elle est régulée à la fois par la température, par les changements de pression et par la salinité. Donc, lorsque la masse d'eau, ici dans l'Atlantique Nord, devient très dense pendant l'hiver, elle plonge et elle descend et elle parcourt tout l'océan Atlantique et rejoint l'hémisphère sud, l'océan Antarctique, le courant circumpolaire, où nous avons une deuxième zone de formation d'eau dense dans la mer de Weddell et dans la mer des Roses. Ça parcourt le réservoir profond de l'océan Indien, ça remonte vers le Pacifique, et les courants en surface opposée, qui fait que c'est un tapis roulant, c'est le courant des eaux chaudes. Et tout ce cycle-là, c'est ce qu'on appelle le temps de résidence de l'eau dans l'océan, qui est d'environ 1500 ans. À l'équilibre, hein, lorsqu'on change le climat, ce temps de résidence de ce conveyor belt, il va changer aussi. Donc, on retient que par ces mécanismes de plongée des eaux, là, à l'endroit dans l'Atlantique Nord et autour de l'Antarctique où l'eau dense plonge, l'océan va amener non seulement de la chaleur, de l'excès de chaleur qui nous aide aussi à que la température de l'atmosphère est beaucoup plus faible, mais à baisser le CO2, il va amener, enfuir donc et transporter pendant longtemps cet excès de CO2 de l'atmosphère vers l'océan profond. Alors, cette circulation thermohaline, elle modifie, et donc, par cette modification, une partie de ce CO2 anthropique qui va nous fabriquer, nous produire l'acidification,
va être aussi transporté dans les eaux profondes. Je vous montre ici tout simplement la comparaison de plusieurs modèles de circulation océanique qui montrent tous les modèles s'accordent. Il n'y en a qu'un, celui qui est en pointillé, c'est une intercomparaison qui nous montre en fait que la circulation thermohaline, dans les 140 prochaines années, ben, ça tend à une diminution qu'on n'arrive pas très bien à mesurer parce que ce sont des variations très très lentes et qu'on n'est pas capable, on n'a pas les instruments pour mesurer cette baisse, mais on a une diminution, une prévision de la diminution thermohaline, c'est-à-dire moins de carbone anthropique qui peut être transporté de la surface jusqu'au fond, et donc une diminution du pompage du CO2 et une augmentation du CO2 dans l'atmosphère à cause de cette baisse de la circulation thermohaline. Maintenant, pour la pompe biologique, alors, lorsqu'on considère que la partie naturelle, donc le carbone ici est fixé de l'atmosphère, est fixé par la végétation océanique, qui est ce qu'on appelle le phytoplancton. Lorsqu'il meurt, il chute, ça fait des débris. Ces débris contiennent le CO2 sous la forme du carbone organique particulaire et du carbone inorganique. Et il y a une autre partie de ce phytoplancton qui est pris par le zooplancton qui meurt et qui produit des pelotes fécales et des débris qui va m'amener. Et au fur et à mesure de cette pluie des particules, il y a une partie du CO2 qui retourne dans les eaux et qui, par les remontées des eaux, revient à la couche de surface. Ça me relâche du CO2 qui vient récemment de rentrer dans l'océan. Et par les plongées des eaux, c'est exactement l'effet contraire. Alors, donc il faut comprendre combien de ces carbones arrivent aussi dans les sédiments profonds parce qu'il y a une grande partie de l'acidification qui est dans les eaux plus profondes, par exemple le long des plateaux continentaux. On a du CO2 anthropique qui est déjà arrivé au fond des océans et qui est en train de perturber les fruits des mers, par exemple, qu'on aime beaucoup manger et qui se retrouvent dans les sédiments le long des plateaux continentaux. Alors, pour ceux qui ne connaissent rien donc à la biologie et qu'on va regarder, là, je parle du cycle naturel. Le cycle naturel, c'est-à-dire qu'on considère que tout le CO2 qui va pénétrer dans la couche de surface va être favorable à la photosynthèse et que les organismes ne vont pas souffrir de ce mécanisme dont je vais beaucoup vous parler là, dans la deuxième partie, qui est la partie de l'acidification. Donc, ces organismes, la base de la chaîne alimentaire, ce sont les premiers auxquels on va s'intéresser, y compris pour les effets de l'acidification. Vous les voyez ici, c'est des images magnifiques, hein, j'espère que vous pensez exactement la même chose que moi. C'est des images prises avec le microscope électronique à balayage, qui est le microscope le plus puissant au monde. Il faut savoir que tous ces organismes que vous voyez ici, c'est du phytoplancton, ce sont des algues, les producteurs primaires, la base de la chaîne alimentaire. S'il n'y a pas de phytoplancton, eh bien, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas la chaîne alimentaire et il n'y a pas de pompage de CO2 par l'océan, parce que nous allons voir que la majorité du carbone est pompé par l'activité biologique. Alors, ce phytoplancton qui est ici à gauche, c'est magnifique, c'est un des plus petits, c'est de Coccolithophoridae. Ils fabriquent leurs parties dures, qui sont équivalentes à notre squelette, en carbonate de calcium. Et le carbonate de calcium a besoin aussi du CO2. Donc, quand un phytoplancton réalise, comme celui-là, les Coccolithophoridae, à la fois la photosynthèse et à la fois la calcification, ça a été une révolution dans l'océan, puisque les premiers organismes n'étaient pas calcifiants. Quand la calcification apparaît dans l'océan, c'est parmi les premiers organismes des bactéries qui calcifiaient déjà et de phytoplancton de ces types. Ça mesure 3 microns. 3 microns, les sphères que vous voyez là. Donc, le microscope électronique à balayage nous permet de voir les structures et d'analyser la morphologie et même de compter et faire toute une étude morphologique de ce type d'organismes et comprendre la calcification. Pourquoi c'est important la calcification et je me détiens? Parce que c'est le mécanisme aujourd'hui que l'on sait le plus affecté par l'acidification des océans. Donc, Ca2+, plus CO3 de moins, ça a besoin du CO3 de moins, c'est-à-dire du carbone, pour la forme des carbonates ou des bicarbonates, il est fortement affecté lorsque le CO2 anthropique pénètre dans l'océan et nous le verrons plus tard. Au milieu, nous avons des diatomées, des radiolaires, d'autres types de phytoplancton qui fabriquent leurs coquilles, non pas en carbonate de calcium,
mais en silice biogénique, hein, et d'autres dans des carbonates de calcium sous la forme de l'aragonite ou sous la forme de la calcite. Et donc, par la composition de ces squelettes ou de ces parties dures de l'organisme, chacun de ces organismes va pouvoir avoir une réponse ou un impact dû à l'augmentation du CO2 d'origine anthropique qui peut être différent. Donc, il va falloir comprendre comment, lorsque le CO2 pénètre dans l'océan et qui fait baisser le pH, comment chacun de ces organismes peut changer. C'est ce qu'on appelle donc l'acidification des océans. Alors, dans cette figure, ces organismes, c'est incroyable puisqu'on les analyse avec des microscopes électroniques à balayage, mais on les analyse aussi avec des images satellites. Lorsque vous voyez ici dans la figure en bas à gauche, c'est la chlorophylle totale. Donc, c'est la chlorophylle qui contient ces organismes microscopiques que l'on vient de voir. Et on voit donc des fortes brumes, hein, une forêt dans l'hémisphère nord. Évidemment, ça, c'est des données qui cachent ce qui se passe dans l'hémisphère sud, puisque c'est le printemps et l'été. Et on voit dans les autres images, ce qui est blanc, c'est uniquement le phytoplancton qui fabrique leurs coquilles en carbonate de calcium et qu'on voit qu'en fonction des satellites de l'époque, hein, donc ça c'était pendant les années 80-90 à gauche, et ensuite on voit qu'il y a de plus en plus, y compris en mer Noire dans l'hémisphère nord, des coccolithophoridés et que tout l'océan austral se serait rempli de coccolithophoridés. Alors ça veut dire que les images satellitales nous laissent supposer qu'en fait, depuis que le CO2 a commencé à pénétrer dans l'océan, on a une augmentation de ces organismes calcaires qui devrait en fait être amoindrie par la pénétration du CO2. Donc, je vais vous montrer d'autres résultats qui nous permettent de comprendre pourquoi il y a, en fait, les images satellitales nous disent qu'il y a plus de ces organismes alors que les expériences et d'autres types d'observations dans l'océan nous laissent conclure que l'acidification des océans est en train de diminuer tous les organismes calcifiants dans l'océan. Je vais aller dans celui-là. Donc, pour comprendre l'acidification des océans, il faut comprendre donc la chimie des carbonates. Sur cette figure, je vous montre un profil moyen au milieu de l'océan, du Pacifique, qui est l'océan le plus grand, du carbone inorganique total dissous, avec la profondeur, avec 6000 mètres de profondeur. Donc là, on rentre dans ce qui se passe dans l'océan. Et on voit que le carbone organique total dissous dans la surface, en trait discontinu, c'est la couche stratifiée de l'océan, et on voit qu'il y a toutes ces diminutions que je vous montre ici. Les eaux intermédiaires avaient de l'ordre de 2400, et en surface, on a moins de 2000. Donc, il y a beaucoup de CO2, jamais la concentration du CO2 total est zéro, comme c'est le cas pour les nutriments, pour l'oxygène. Et toute cette diminution, lorsqu'on compare le maximum, toute cette différence, tout ce triangle que je signale ici, c'est ce qu'on appelle l'effet de la pompe biologique. C'est la quantité du carbone que la pompe biologique a pris. Lorsque la pompe biologique prend du carbone, elle prend aussi pour sa croissance des silicates, des phosphates et des nitrates qui ont le même type de profil que les silicates, qui sont les éléments indispensables à la vie et qui sont limitants pour leur photosynthèse et pour leur croissance, puisqu'on voit bien que la concentration arrive à zéro. C'est que nous amène à que pendant que les organismes prennent des phosphates et des nitrates, ils vont prendre aussi du carbone et qu'on a ce qu'on appelle les rapports molaires P, N et carbone, c'est-à-dire que pour une mole de phosphore, le même organisme va utiliser 15 moles d'azote et 105 moles de carbone pour fabriquer ces parties molles, son carbone organique. Et par contre, le rapport P sur N est le même pour la partie océanique profonde, mais il est d'un ordre de grandeur supérieur pour le carbone qui passe de 105 en surface à 1000 en profondeur. Donc ça, c'est la base de la pompe biologique à carbone qu'on n'a pas compris encore pourquoi ce sont ces rapports qui sont toujours maintenus. 105 pour le carbone, 15 pour l'azote et 1 pour le phosphore. Sachez que ces rapports changent d'une espèce à l'autre, d'un groupe à l'autre. Donc, il y a des organismes qui vont être beaucoup plus efficaces pour pomper le carbone
qu'ils vont prendre 15 moles d'azote et par exemple 120 ou 130 moles de carbone pour la même fabrication des chlorophylles. Donc, il faut comprendre comment ces rapports molaires et ces pompes biologiques à carbone changent et comment cette pompe biologique peut être affectée par l'acidification des océans quand cet équilibre et ce cycle du carbone n'est pas équilibré. Donc, pour conclure dans cette partie-là, nous avons les eaux profondes qui chutent, l'export biologique et les eaux pollines qui remontent avec la reminéralisation et tout ça, ça nous fait une boucle qui va nous mettre en disposition une certaine quantité de carbone ici dans la couche de surface pour les organismes marins. Alors, j'aimerais arrêter là et j'aimerais vous donner la parole pour avoir quelques questions. Donc, vous pouvez, comme ça on fait aussi une petite pause là. Vous pouvez poser des questions soit par le chat, soit vous intervenez, vous coupez vos micros et vous posez des questions. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions là, de cette partie-là? Alors, Marianne, pas de questions? Hector? La question directement par oral, ça sera plus facile. Voilà, vous avez montré tout à l'heure une carte qui mettait en évidence que il y avait dans les zones équatoriales finalement une aptitude moindre à pouvoir capter le carbone et justement le puits de carbone fonctionnait moins bien et que dans les latitudes tempérées à hautes, non, c'était une autre avec des petits carrés. Mais ça, on n'a pas vu tout ça. Bon. Non. Oui, oui, mais c'était au début de votre exposé. Oui, je vais revenir. Hein. Voilà. Et vous avez parlé de la température. Alors évidemment, dans les zones tropicales, la température est plus élevée. Et comme tout à l'heure, vous avez dit aussi que il pouvait y avoir une influence. Oui, c'est cette carte-là, voilà. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il pouvait y avoir une influence finalement de la végétation qui pouvait pomper le carbone davantage au moment du pic d'activité phénologique, c'est-à-dire au moment du bloom. Bon, et en fait, j'arrivais pas très bien à voir dans cette carte, est-ce que la végétation peut jouer un rôle? Parce que dans les latitudes équatoriales, la végétation a un comportement phénologique à peu près stable dans l'année. Mais là, on voit que finalement, c'est indépendant en fait. Ce qui se passe, on a l'impression que ce qui se passe sur le continent est indépendant de ce qui se passe dans l'océan. Alors, c'est une excellente question. Hein. C'est vrai, parce que je n'ai pas montré la figure, justement, celle que je n'ai pas expliquée, ça montre la variabilité saisonnière. En fait, cette carte-là, c'est un bilan annuel. C'est-à-dire qu'il ne nous montre pas ce qui se passe pendant les saisons et il ne tient pas compte. Il ne nous dit pas tant pour cent c'est dû à l'activité biologique et tant pour cent est dû à la résurgence. Je ne vous ai pas parlé que les remontées d'eau, les eaux pollines, c'est là où on a que l'océan est une source. Et c'est là où, dans toute cette zone équatoriale et le long des côtes des bords est, c'est là où l'eau du fond remonte à la surface. En fait, c'est que le bilan entre la quantité de carbone qui arrive de l'atmosphère, plus ce qui est apporté par l'océan, comme les eaux de fond sont beaucoup plus riches qui enrichissent l'atmosphère, et apportent beaucoup plus de CO2 à la surface, c'est surtout le CO2 qui vient du fond. Il en rentre en fait très peu dans l'anthropique par rapport à ce que l'océan amène du fond. Sauf que l'océan amène du fond, c'est plus du naturel. Donc, en même temps, on a une activité biologique qui est la plus forte, puisque c'est connu que les résurgences équatoriales et les côtes des bords est, ici dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, c'est les plus poissonneuses, la pompe biologique. Mais le bilan entre cette pompe biologique très dynamique, très active, cette pompe biologique et la résurgence qui m'amène plus de carbone, c'est qu'elle gagne en bilan annuel, c'est la résurgence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pompe biologique. Ça ne veut pas dire qu'il y a une forte fraction de ces CO2 qui arrivent du fond qui n'est pas pris par les organismes ou de CO2 qui rentre de l'atmosphère qui n'est pas pris par les organismes. Mais celui qui arrive du fond est tellement énorme qu'il domine en bilan annuel
ces régions en bilan annuel vont être une source pour l'atmosphère. Ça a été clair, ma réponse? Oui, oui, c'est très clair en fait. On voit bien que c'est une dynamique qui est propre finalement à l'océan en fait. Ouais. Voilà. Il y a en effet Voilà. concentration évidemment biologique dans ces latitudes-là, dans l'océan, mais le mécanisme de upwelling, si j'ai bien compris, finalement vient compenser tout ça. Alors ici, très bien. Par exemple, ici dans l'Atlantique Nord ou dans l'océan austral ou dans toute cette région-là où c'est bleu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biologie et qu'il n'y a pas des sources aussi. L'activité biologique est très intense aussi dans l'Atlantique Nord. On a vu dans la carte des chlorophylle, c'est très fort. La biologie pompe beaucoup et la physique pompe beaucoup. Et il y a une partie qui remonte, mais ce que les deux pompent est beaucoup plus grand que ce qui remonte parce que les résurgences des hautes latitudes sont moins dynamiques et moins intenses que celles qui sont dans la zone équatoriale. Il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Diana? Oui, moi j'ai une question. Pardon. Oui? Alors, moi, ma question, c'est au niveau du tapis roulant. Oui. Alors, Ici, l'origine, la source du tapis roulant, je veux bien comprendre au fait. La question, c'est quelle est la source du tapis roulant? Quelle est la source de la source? Comment ça se, oui. Comment ça se forme? Oui. Pourquoi ça se forme? Oui. Ben, Oui. ça, c'est Oui. très compliqué. C'est toute la circulation océanique. Mais il y a plusieurs forçages à cette circulation-là. Donc, il y en a un qui est évidemment que la Terre tourne. Ça nous fait le sens du tapis roulant. D'accord? OK. Et il y a la deuxième, c'est qu'il y a des changements de densité de l'eau. Donc, lorsque les eaux en surface deviennent très salées, par exemple, il y a de l'évaporation qui est supérieure aux précipitations plus la pluie. OK. Donc, l'eau va plonger de la surface jusqu'au fond. Et les eaux qui remontent, ça ne se passe pas au même endroit. Ça, je ne l'ai pas expliqué, mais les eaux plongent en Atlantique Nord et dans l'océan Antarctique, là, le long du continent, parce que les eaux deviennent très froides pendant l'hiver et ces eaux denses s'éforment surtout l'hiver. Et les eaux remontent les longs des côtes, des bords, les bords est des océans, l'Afrique, la France, là, l'Europe du Nord, le Pacifique. C'est toujours dans les bords est des océans, c'est à cause de la vitesse du vent. La vitesse du vent, vous pouvez faire l'essai chez vous, hein, vous faites dans la baignoire, vous poussez, vous décalez l'eau, il y a un appel d'eau du fond, ce qu'on appelle la résurgence, les upwelling, le pompage Ekman. Donc, c'est ça. Et ensuite, il y a équilibre. Hein, normalement, à l'équilibre de cette circulation, lorsque le changement climatique n'est pas affecté, on va avoir autant d'eau qui va remonter que de l'eau qui va plonger à l'échelle de cette circulation-là. D'accord? C'est clair, ça? Et donc, par cette formation d'eau dense, l'océan pompe de la chaleur. Ce qui fait que si on ralentit cette circulation ou s'il n'y avait pas l'océan, la température de l'atmosphère, elle serait de beaucoup de degrés, beaucoup plus chaude. Et il y aurait beaucoup plus de CO2 anthropique qui resterait dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment fondamental. C'est clair pour votre réponse? Oui, merci. Merci bien. Alors, Marianne qui est partie. OK. D'autres questions? Allô? Oui? Allô? Oui, on vous entend. Bonjour, c'est Tamba. Je voulais juste savoir, oui, avoir un peu d'explication sur la solubilité de CO2 dans l'océan. Je voulais connaître un peu comment se déroule en fait le processus. Alors, ça, c'est ici. Donc, nous avons la solubilité. Nous avons ce terme-là. Oui. Nous avons ici une équation, hein, l'équation globale, mais en fait, il faut la calculer pour chacune des régions. En fait, la solubilité, c'est lié à la loi des échanges de gaz. Donc, je vous renvoie au cours que vous avez eu en thermodynamique à la base, hein, pour ceux qui ont fait de la thermodynamique. C'est donc les lois des solubilités de tous les gaz, sauf qu'on analyse la solubilité du CO2. Donc, ce qu'on a, c'est que plus la température ici est chaude,
Donc, plus la température est chaude, et c'est ce qui nous donne ici le terme de l'équation. Il y a d'abord un terme qui n'est pas au carré et l'autre qui est au carré. Donc, vous allez avoir plus, et il y a ce coefficient qui a été déterminé au laboratoire, qui est propre à chaque gaz. Donc, c'est propre pour l'oxygène, parce que l'océan aussi, il pompe l'oxygène de l'atmosphère et il relâche de l'oxygène. Donc, plus l'eau va être chaude, moins le CO2 va être soluble. C'est ça ce qui nous indique cette équation. Plus c'est chaud, moins c'est soluble. Plus c'est froid, plus c'est soluble. D'accord? Et ça, c'est étudié en laboratoire. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai conclu que plus un océan devient chaud, moins il va pomper du CO2 de l'atmosphère parce que moins il va être soluble. D'accord? C'est clair, Kamba? C'est clair, oui. Ouais. OK. D'autres questions? C'est clair, oui. Oui, d'accord. D'autres questions? C'est bon? Alors, je vais continuer. Donc, nous étions, je vais passer à l'acidification. Donc, pour passer à l'acidification, on va voir. Alors, on va voir ça. On va commencer là. Donc, ici. Pour qu'il y ait acidification, en fait, les organismes, ils sont adaptés aux variations de CO2 naturelles. Le CO2 varie beaucoup. Hein. On a vu qu'il y a l'eau poêline qui remonte le CO2. Les organismes qui sont dans les régions tropicales, ils ont l'habitude à des gros changements de pH. Mais le CO2 anthropique, il a d'autres caractéristiques qui viennent perturber cet équilibre-là. Donc, il fallait qu'on ait la preuve que vraiment, il y a plus de CO2 qui est arrivé dans l'océan, hein, ce qui n'a pas été évident. Hein. On commence à les avoir aujourd'hui, les preuves. Donc, vous voyez la même figure que je montrais avant. On a créé une base de données internationale où toutes les équipes qui mesurent le CO2, on envoie les données du CO2. Donc, vous voyez que ça a été, hein, il y en a à chaque fois plus. Et puis, avec les modèles comparés avec ces données-là, ici à droite, je vous montre le Global Carbon Project qui a fait un bilan. Donc, depuis 1960 jusqu'en 2020, et en fait, le CO2, on a commencé à le mesurer dans l'océan uniquement depuis les années 90, hein, parce qu'avant, on n'avait pas les outils, on n'avait pas les techniques pour le mesurer. Donc, vous voyez en bleu clair, c'est la validation avec les données. Et on voit que lorsque ce flux augmente, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus à chaque fois de CO2 qui a atteint l'océan. Donc, ça, c'est la première preuve avec des observations et avec un modèle. Dès qu'il y a, depuis maintenant combien de décennies, 60 ans, l'océan a pompé de plus en plus de ce CO2. Donc, ça, j'ai prévu d'autres graphiques, mais nous ne pouvons pas rentrer trop dans les détails. Mais je vais vous laisser les figures. On a aussi des preuves dans l'océan austral et dans d'autres régions que l'océan a pompé beaucoup plus de CO2 et que ce taille des puits ne fait qu'augmenter. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'océan est en train de nous aider à alléger l'atmosphère de cet excès de CO2. Alors, ça, j'adore parce que c'est la machine avec laquelle j'ai commencé à travailler sur le CO2. C'est une machine qui avait été inventée par Alain Poisson, qui avait dirigé le labo dans lequel je suis venue travailler sur le CO2, qui était un pionnier de ces mesures, et je l'appelle l'engin complètement fou, hein, la machine folle. Il l'appelait quand je l'ai installé. C'était un appareil très, très grand, parce qu'à la fin, je vais vous montrer les capteurs qui mesurent 50 cm dans lesquels on fait ces mesures. Donc, il fallait développer des machines pour mesurer le CO2 dans l'océan et non plus cette pression partielle de CO2, mais il fallait mesurer le carbone inorganique dissous, le pH, l'alcalinité, les carbonates et les bicarbonates. Donc, on a inventé un système et on a commencé à pouvoir mesurer. Alors, vous voyez, ça, il y a très peu d'équipes au monde qui savent mesurer ce carbone-là. Je vous montre ici en haut à droite le carbone inorganique dissous, les trinsèques dans lesquels nous disposons des mesures. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins. Et on en a vraiment besoin de ces mesures pour comprendre la pénétration du CO2 anthropique, qui là ne va pas être uniquement sur la forme de PET CO2, de la pression, mais du carbone total. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, s'il y en a qui ça intéresse, on peut se donner un rendez-vous. Je vous expliquerai la méthode, comment on calcule. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez vu que la fraction anthropique de CO2, elle est petite par rapport au réservoir.
Donc, le problème pour uniquement soustraire le carbone anthropique de cette quantité de carbone inorganique total, ben, il a valu qu'on développe des méthodes sophistiquées. Il y a plusieurs méthodes pour calculer le CO2 anthropique, mais il faut disposer des mesures du système des carbonates, c'est-à-dire de carbone inorganique total dissous, de l'alcalinité, des carbonates et des bicarbonates calculés ou mesurés. Alors, cette figure ici vous montre, c'est la première figure, du calcul de la pénétration uniquement de la fraction du CO2 anthropique. Vous avez vu les ordres de concentration du carbone inorganique dissous, 2400. Et ici, les valeurs, regardez en rouge, ça c'est pour une transect qui est illustrée, qui suit un petit peu le conveyor belt, le tapis roulant. Dans l'Atlantique Nord, l'eau a plongé, vous voyez la transect, ça parcourt tout l'océan austral et ça remonte au milieu du Pacifique. Donc ça, c'est cette transect-là. À gauche pour l'Atlantique, l'océan austral au milieu, le Pacifique à droite. Les valeurs en rouge, ce sont 55 millimoles de carbone. 55 alors que le carbone total est de 2000, 2200, 2400. Donc il est rentré 55 millimoles de carbone d'origine anthropique. Mais vous voyez que dans l'Atlantique Nord, les valeurs rouges et les valeurs roses qui sont du carbone anthropique, 40-45, c'est-à-dire beaucoup de carbone anthropique, il a déjà atteint 1000 mètres de profondeur, il commence dans l'Atlantique à arriver jusqu'à 2000 mètres de fond. Ce carbone anthropique a atteint donc des eaux très profondes, donc a affecté toute la colonne d'eau avec un signal différent. Que dans l'océan austral, regardez, il y a moins de carbone anthropique, mais même très éloigné des sources qui sont surtout dans l'hémisphère nord, nous voyons du carbone anthropique qui a atteint aussi des profondeurs des 600 et des 1000 mètres de profondeur. Et dans le Pacifique équatorial, vous voyez là où on parlait de l'eau pauline, mais il y a du carbone anthropique avec des valeurs très très élevées, jusqu'à 400, 500 mètres de fond, c'est-à-dire que tous les beaux poissons, le thon, les baleines et tout ça ils sont déjà affectés par ce carbone anthropique. Alors, ça nous montre, donc, on a fait ces évaluations avec toutes les transects qu'on avait du carbone inorganique dissous. Et ça vous montre, tiens, je n'avais pas remarqué que la figure, elle est un peu, je la changerai pour les diapos que je vais vous envoyer. Ça, c'est le carbone anthropique évalué dans l'océan global. Dans l'océan global, donc c'est un article de Nature de 2004 de Sabine et co-auteur, qui a été repris ensuite en 2007 et qui a été réévalué chaque année avec les nouvelles mesures. Et vous voyez que là, dans des campagnes plus récentes avec des valeurs, on a dans l'hémisphère nord, dans l'Atlantique Nord, des valeurs qui ont atteint jusqu'à 70, jusqu'à 80 millimoles de carbone anthropique. Lorsqu'on intègre sur toute la surface de l'océan et sur toute l'épaisseur dans lesquelles ce carbone anthropique a déjà pénétré, on obtient qu'en intégrant depuis 1750, on a un tiers des carbones nets des émissions qui venaient des fuels fossiles qui ont déjà été absorbés par l'océan depuis 1750 jusqu'à 1994 et 37% des émissions nettes de carbone du CO2 d'origine anthropique qui sont arrivées dans l'océan entre 1980 et 2005. Donc, ça vaut la peine de se poser la question, quel est l'impact de ce CO2 anthropique dans les organismes? Alors, pour voir l'impact dans les organismes de l'acidification, il faut regarder le paramètre clé de ce qu'on appelle l'acidification, c'est-à-dire la baisse du pH. Vous allez retenir que l'acidification, ce n'est pas seulement le pH, c'est aussi la modification que l'on fait sur l'alcalinité. L'alcalinité, je pourrais donner un cours entier uniquement sur l'alcalinité parce que c'est un concept probablement le plus compliqué qui existe dans l'océan. Mais pour l'instant, ce qu'on va retenir, c'est qu'on regarde d'abord le pH. Si le pH diminue, on dit qu'on est en phase d'une acidification. Ne pas confondre, l'océan n'est pas en train de devenir acide. Le jour où l'océan devient comme votre piscine, complètement bleu parce qu'on a mis un acide, et je vais me baigner sans algues, je tue toute la couleur verte, ça veut dire que l'eau est devenue acide. D'ailleurs, c'est très mauvais pour la peau. On essaie maintenant de développer d'autres trucs. Donc, l'acidification, c'est vraiment ce même effet-là. Je rajoute un acide qui est le CO2. J'acidifie, je fais baisser le pH.
Et le pH, jusqu'à il y a très peu, on ne savait pas le mesurer. Incroyable, tout le monde parle du pH, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles mesurer le pH de l'eau de mer est très compliqué et on commence à peine à avoir les premières mesures. Je finirai mon cours avec ça. Pas tout de suite, mais je vous montrerai comment on le mesure et pourquoi c'est difficile. En fait, ici à droite, nous avons les prévisions en prenant compte des différents scénarios des émissions de CO2 et du temps. On voit la diminution calculée par un modèle qui ne tient compte que de la chimie des carbonates dans l'océan, qui est une chimie très compliquée, non linéaire, que maintenant on a introduit, et j'ai contribué à l'introduire dans le modèle de l'IPSL. Toute la chimie des carbonates, on la connaît et on peut l'introduire dans le modèle de circulation générale et calculer la baisse du pH sans tenir compte, par exemple, de la pompe biologique. On obtient une baisse du pH de la valeur moyenne de 8,2 à 8,1 unités de pH. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'acidification de l'océan. 0,1 unité de pH. Ça veut dire que 0,1 unité de pH qui a baissé le pH en 100 ans, c'est énorme. Parce qu'évidemment, la définition du pH, je vous renvoie à vos cours à l'école, hein, c'est log moins H+, donc ça me donne quelque chose qui est 0,1, c'est un chiffre vraiment énorme. Donc, il faut que je sois capable de mesurer des baisses du pH avec 3 chiffres décimales près, un petit peu comme on le fait pour la salinité. Donc, cette quantité de CO2 anthropique convertie en CO2, en pH, en baisse du pH, ça me donne en fait à une acidification des océans qui a été donc tout d'abord simulée par les modèles et qui est connectée avec ce CO2 anthropique. Alors, c'est ma première conclusion. Hein. L'océan, donc, apparaît comme un géant effet tampon du CO2 de l'atmosphère qui séquestre des grandes quantités de CO2 et une grande partie du CO2 anthropique. Et tout ça, on est en train de le changer avec le changement climatique. Donc, peut-être que nos prévisions, c'est qu'il y aura de plus en plus de CO2 anthropique, donc de plus en plus d'acidification. Que ça révèle beaucoup de changements liés au climat. Donc, dans cette quantité de la capacité qu'a l'océan à pomper le carbone, c'est l'effet des rétroactions sur lequel je travaille énormément. Comment est-ce que l'océan va continuer à pomper beaucoup plus et est-ce qu'il est en train de devenir une source et comment il va affecter l'acidification. Mais il y a beaucoup de ces modifications qui sont incertaines parce que surtout, on ne connaît pas beaucoup tous ces mécanismes de la circulation profonde et surtout, on ne connaît pas beaucoup comment fonctionnent tous ces organismes qui représentent la pompe biologique. Donc, je vais passer à la composante biologique, dans laquelle je vais vous montrer aussi des magnifiques photos. Je n'ai pas prévu des films, mais j'en ai aussi qui montrent l'effet de cette acidification sur les organismes et qui est très compliqué à mettre en évidence. Je vais vous montrer des résultats qu'on a obtenus en laboratoire. Donc, d'abord, nous avons fait, j'ai fait partie des pionniers, puisque depuis des années, ma première thèse que j'ai dirigée quand j'étais toute jeune, c'était dans l'année 2000. Et ma première thèse que j'ai dirigée, c'était déjà pour analyser l'effet de la pénétration du CO2 et de l'acidification sur les récifs coralliens. Je vais montrer un résultat. On a commencé d'abord à les mettre en évidence au laboratoire et ensuite, maintenant, on a des évidences sur le terrain que cette acidification est, par exemple, la responsable de la disparition de plus de 50% d'un écosystème très riche en biocalcification qui sont les récifs coralliens ou qui ont perturbé aussi les poissons, les pêcheries, les fruits de mer et des effets liés à l'acidification que je n'aurai pas le temps de tout vous montrer. Par contre, je peux vous fournir des articles. Je vais peut-être mettre aussi un groupe d'articles où vous pourrez lire plus de tous les effets qui produisent l'acidification, parce qu'il y a même les militaires s'intéressent aujourd'hui à l'acidification, puisque quand il y a des zones de très forte acidification, ça modifie la propagation du son et tous les éléments de mesure ou de détecter un sous-marin qui marche avec de l'acoustique, ça peut être perturbé par une acidification très forte. Donc, il n'y a pas que l'effet sur les organismes, donc je vais passer à l'effet de l'acidification sur les organismes. Alors, je vais aller assez vite sur la chimie des carbonates. Il faut quand même la comprendre. Le CO2 rentre dans l'océan. Ça se dissocie avec de l'eau.
ça me donne des bicarbonates qui associés avec H+, ça va se dissocier en carbonate qui va me libérer 2H+. Donc, je vois bien une libération des 2H+, qui est celui qui va me réguler donc la baisse du pH. Alors, la concentration en carbone total de DIC, c'est CO2, plus les carbonates, plus les bicarbonates, plus les carbonates. Mais en fait, c'est un système non linéaire, vous le voyez ici, qui varie en fonction du pH et qu'on a le pH de l'océan qui est situé à 8,2, qui me donne une certaine proportion de chacun de ces composantes du carbone inorganique total dissous, qui est dans des conditions de pH moyen, hein, je suis en train de faire l'animation, vous voyez en rouge, de 8,2, ça me donne qu'environ 1% du carbone dans l'océan est sous la forme du CO2, 90% est sous la forme des bicarbonates et seulement 9% est sous la forme des carbonates. Et comme on sait que le CO2 dans l'atmosphère est uniquement du CO2, ça c'est un équilibre instantané et ça me crée ce qu'on appelle l'effet tampon de l'absorption du CO2. Pour une mole de CO2 de l'atmosphère, il n'y a pas un changement direct de 1, mais c'est un rapport des 1 sur 10 à cause de cet effet tampon que le CO2 est sur 3 formes chimiques dans l'océan. Lorsque je diminue le pH, je viens de le baisser, j'ai les proportions, je passe à 7,9, j'ai la proportion de la chimie des carbonates qui change, je vais avoir la proportion du CO2 qui va être utilisé pour la photosynthèse, qui n'est pas la même que la proportion des CO3 de moins, qui est la forme du carbone qui est utilisée pour la calcification, donc pour les récifs coralliens, pour les squelettes des poissons. Donc, j'échange toute cette chimie des carbonates qui va m'affecter complètement la photosynthèse, la calcification, la respiration, le mouvement, la croissance de tous ces organismes. Alors ça, c'est les données qu'on a du pH. C'est du pH calculé. On mesure le DIC et l'alcalinité, ou on mesure l'alcalinité et le PeTCO2, et on calcule le pH. Donc tout ça, c'est du pH calculé. Alors, on va se regarder un tout petit peu. Vous voyez que les eaux les plus acidifiées naturellement, ça c'est du pH, on va dire, naturel. Vous voyez que les eaux avec des valeurs de 7,8, ce sont les eaux dans lesquelles on avait une forte source de CO2. Donc, c'est un pH naturel qui est lié à l'apport de carbone de l'eau, du CO2 qui vient du fond de l'océan, et qu'on a des eaux dans des zones tempérées qui sont peu acidifiées avec les valeurs de 8,2. Donc, effectivement, les organismes qui vont vivre naturellement dans un pH déjà très faible, ils vont développer une stratégie de vie qui est déjà adaptée à des valeurs de pH très faibles. Et ils ne vont pas réagir à la même façon à une acidification qu'un organisme qui a grandi, par exemple ici dans la mer des Patagonies, dont j'ai fait pas mal d'études, où le pH est relativement fort, ils ne vont pas être habitués à un pH faible. Lorsque j'acidifie, ils vont être soumis à un stress beaucoup plus fort que les organismes du Pacifique Sud-Est qui ont déjà l'habitude de vivre. Donc, la première hypothèse, c'est que leur réponse va dépendre beaucoup des conditions des pH dans lesquelles ils vivent depuis très longtemps. Alors, ça, c'est les profils. En fait, c'est la même carte. Et c'est pour confirmer, en fait, ça, c'est la même carte. Confirmer, en fait, que l'océan le plus acidifié, c'est le Pacifique. Le moins acidifié, c'est l'océan Atlantique. Et les valeurs moyennes, ce sont celles de l'océan Indien. Donc, la réponse des organismes, ça va dépendre de ces valeurs. Alors, je commence à montrer ici des expériences, des résultats en laboratoire. En haut, vous voyez une diatomée. C'est la deuxième photo du microscope électronique à balayage. J'aurais dû le remettre ici. C'est des organismes siliceux. Donc, ce qu'on observe ici, les organismes siliceux comme les diatomées, plus on augmente du CO2, plus elles vont être contentes. Plus leur croissance va être forte, plus la photosynthèse va être forte. Ça veut dire que le CO2 va jouer un rôle de fertilisant. Ça va me produire une forêt cachée dans l'océan, d'autant plus fort que le CO2 augmente. C'est un petit peu comme l'effet de l'augmentation du CO2 dans la végétation terrestre. Plus vous augmentez le CO2, plus les arbres vont être de grande taille. Donc, pour l'instant, on dit, on est très content. Plus on injecte du CO2, vous pouvez imaginer, plus il y a des diatomées,
Et les diatomées, c'est la base de la chaîne alimentaire. Pour qu'il y ait du thon, il y ait du poisson, il faut qu'il y ait des diatomées. Donc, on s'est dit, si vous avez compris le rôle de la pompe biologique, injectons beaucoup de CO2, nous allons avoir plus de diatomées, on va augmenter la pompe biologique à carbone, la forêt cachée de l'océan va me pomper encore plus de CO2 et ainsi de suite. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que dès qu'on fertilise l'océan, il y a le zooplancton qui vient et qui mange les diatomées. Donc, l'effet, il faut regarder combien de temps ça va durer. Alors, ça, ce sont les premières expériences effectuées sur les diatomées et sur les coccolithophoridés, c'est-à-dire le deuxième phytoplancton en importance pour le cycle du carbone, puisque lui, il fabrique du carbonate de calcium, et ça, c'était les premières réponses qu'on observait. En fait, les coccolithophoridés, le taux de calcification, c'est ce qui montre cette figure, c'est le taux de calcification en fonction de la concentration de CO2. Plus on augmente la concentration du CO2 et moins il calcifiait. Donc, c'était les premières évidences qu'on avait d'un effet néfaste de l'acidification. Là, ce n'était pas le pH direct qui était modifié, mais c'était une augmentation du CO2 qui induisait une diminution de la calcification. Alors, les prévisions du modèle nous donnaient en fait la partie expérimentale, nous donnaient les valeurs de pH et les valeurs du CO2, une simulation jusqu'à 2050-2100. Donc, on a fait nos expériences en laboratoire en se basant sur les simulations de ces modèles qui nous disaient dans 100 ans, il va y avoir telle valeur de pH. Vous voyez, on passe de 8,2. En 100 ans, on passe à 7,82. Donc, pour faire tous les expériments que j'ai faits avec mes thésards au laboratoire, on a utilisé des valeurs des pH qui étaient seules pronostiquées par les modèles pour le futur ou pronostiquées par les modèles pour le passé, puisque je vais vous montrer des résultats des expériences d'acidification qui simulent l'acidification future ou qui simulent celle du passé. Alors, pour vous convaincre qu'il y a très peu de données des pH, ça c'est la première série des données des pH, et en fait, ce n'est pas du pH mesuré, c'est du pH calculé à Mauna Loa, à Hawaï, là où on avait le CO2. C'est les premières mesures du carbone inorganique dissous qui montrent depuis les années 1990, là où on avait commencé à avoir des données océaniques, que le CO2 dans l'océan augmente. Et associé à cette augmentation, on a une diminution, et ici en bleu, du pH, qui a comme conséquence une modification du degré de saturation de l'aragonite, puisque le carbonate de calcium, par exemple, des coccolithophoridés ou des foraminifères, qui sont un autre groupe qui calcifie, on l'évalue avec le taux de saturation de l'aragonite. C'était des lois chimiques parce que c'est beaucoup plus facile que rentrer dans les détails de tout le métabolisme de ces organismes. L'aragonite, c'est certains organismes, certains fruits de mer, les huîtres, par exemple, les moules, c'est de l'aragonite. La calcite, c'est les coccolithophoridés, certains coraux, d'autres coraux, c'est l'aragonite. Et la dissolution de la forme du carbonate de calcium en aragonite, c'est dissous de cela, c'est dissous plus rapidement que celui de la calcite. Donc, on voit déjà avec des mesures, et grâce à ce paramètre uniquement chimique, on peut faire des expériences en laboratoire, on voit une nette diminution du degré de saturation pour les organismes qui précipitent leur carbonate de calcium en aragonite, et ici, en calcite. Alors, c'est la même chose, mais pour les modèles globaux. Donc, on a fait ça théoriquement, puisqu'on n'avait pas des données. Et je vous montre surtout, ça c'est pour à l'échelle globale, comme on est passé de 2011 à 2030, à 2080, à 2090, vous voyez les changements de couleur pour le CO2, pour le pH et pour la saturation de l'aragonite. Et on voit en échelle globale que le CO2 dans l'atmosphère augmente, le pH diminue pour différents modèles, et ici pour l'océan austral, on a qu'à partir de l'année 2060, on a une saturation de l'aragonite. La saturation, ça nous dit, ça c'est la chimie aussi des premiers niveaux, lorsque la valeur de la saturation devient inférieure à 1, on a le squelette des organismes qui fabriquent un carbonate de calcium qui commence à se dissoudre. Donc, il précipite moins, il calcifie moins, mais il commence à se dissoudre.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, ces coccolithophoridés, c'est ceux qui me forment des falaises. Ça mesure 3 microns. Regardez là, l'échelle, c'est 2 microns. Les falaises en Normandie, qui sont fabriquées par des coccolithophoridés. J'étais les voir moi-même. On le voit parfaitement donc que ça arrive à fabriquer de montagnes, ce carbonate de calcium. Et on est en train de les détruire. Donc, et maintenant, ici, les premières preuves. Donc, on a fait des expériences avec les valeurs des concentrations de CO2 et du pH d'aujourd'hui. Et ensuite, on a fait grandir les mêmes espèces. Ici, 2 espèces de coccolithophoridés différentes. Geophyrocapsa oceanica et Emiliana roslei. Ce sont celles, Emiliana, c'est celles qu'on détecte par les satellites. Et les 2 espèces sont les plus abondantes, celles que vous avez vues. Ça convertit l'océan, tout l'Atlantique Nord, les eaux, on peut le voir à l'œil nu, ça devient blanc quand il y a un bloom de ces espèces-là. Et donc, on voit la différence des fabrications des cristaux qui sont magnifiques, des carbonates de calcium, et on voit ici la désagrégation avec des traces, toute cette architecture et cette géométrie des coccolithes. C'est la cocosphère qui est dégradée, toute la cocosphère, c'est tout le cercle, et les coccolithes qui sont abîmés avec des signes, des dissolutions ici pour les 2 espèces, puisque vous voyez que la calcite n'est pas si bien formée et qu'on commence déjà à voir des échelles pour une autre espèce, Calcidiscus leptopodus, on voit aussi un effet de la calcification. Alors ça, c'est aussi un effet mais pris in situ. J'ai organisé des campagnes dans les zones où il y a les blooms les plus intenses de ces coccolithophoridés. Ça, c'est une campagne que j'ai réalisée en mer de la Patagonie, dans laquelle il y a, regardez à gauche, ce coccolithophoridé, on dirait qu'il fabrique des dentelles. Et on a collecté des échantillons qu'on a observés dans des conditions de pH différentes in situ. Et à notre grande surprise, ce qu'on a observé, c'est que lorsque l'espèce, c'est la même espèce à droite, lorsqu'elle vivait dans des valeurs de pH beaucoup plus faibles, ben, elle calcifiait beaucoup plus. Donc, c'est un article dont je vais vous montrer, où on a fait une synthèse d'environ 10 années de recherche. On a mesuré dans différents océans, on a prélevé ces coccolithophoridés et dans les sédiments qui nous faisaient remonter à l'époque glaciaire interglaciaire, et dans la colonne d'eau, dans différentes opolynes, différentes zones tempérées, pour essayer de comprendre pourquoi aussi, par exemple, cette espèce, lorsqu'elle vivait, elle était mise in situ dans des pH beaucoup plus faibles, elle calcifiait davantage, c'est-à-dire que leur stratégie de vie pour attaquer et se défendre de cette acidification, au contraire, c'était de calcifier beaucoup plus, mais ça fait aussi une déformation, puisque nous ne voyons plus cette géométrie, des petits filets que l'on voit là. C'est hyper calcifié, surcalcifié, ce qui est aussi mauvais pour les organismes. Donc ça, c'est un article que j'ai publié donc avec d'autres collègues qui ont fait aussi la partie génétique. Et donc, vous voyez, toutes ces campagnes, c'est environ 10 campagnes à la mer qu'on a attendu d'avoir toutes les données. Et ça, ce sont les données donc des centaines, des milliers d'échantillons de la masse des coccolithophoridés détectés par une méthode qui utilise de l'intelligence artificielle pour mesurer et détecter quelle espèce c'est. Et la concentration en PET-CO2 ici qui varie de 200 donc à 1000, mais ça, ce sont des valeurs in situ. Alors, le PET-CO2 qui augmente des conditions du passé à des conditions du futur, mais trouvées in situ, et un pH, évidemment, qui diminue lorsque le PET-CO2 augmente. Et on a pu montrer avec ces résultats qu'en fait, la réponse des organismes dépendait, si elles sont vécues pendant très longtemps déjà dans des pH très faibles, ils sont adaptés à des faibles pH, ces organismes-là qui vont se mettre à surcalcifier lorsque le pH diminue. Donc, il y avait des tas d'expériences au laboratoire qui montraient des résultats contraires aux nôtres, et on a pu réconcilier comme ça que nos résultats étaient aussi valables que ceux qui montraient le contraire, parce que ça dépendait à la fois des espèces et à la fois des conditions dans lesquelles ces organismes ont eu toute leur histoire de vie et des conditions des pH dans lesquelles ils s'étaient adaptés.
Ça, c'est le résultat de ce même article, dans lequel, en mesurant la masse des coccolithes et en utilisant le CO2 et calculant le pH, ça, c'est le CO2 que je vous ai montré dans mon cours au début, qui montre le CO2, en fait, ici, ça, c'est le CO2, dès l'époque du dernier maximum glaciaire, hein, il y a 20 000 ans, on est remonté jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au passé pour l'océan Atlantique et pour l'océan Indien. Et on voit en effet que pendant le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire pendant l'époque où le CO2 était de 180, hein, qu'aujourd'hui on est à 400, nous avons le maximum de masse des coccolithes. Et alors, lorsqu'on se rapproche donc de la valeur actuelle, vous voyez, on allait vers un interglaciaire avant du maximum glaciaire, interglaciaire période chaude, glaciaire période froide, maximum de masse des coccolithes, c'est-à-dire du carbonate de calcium, et aujourd'hui, donc reconstruit avec des données prises dans les carottes sédimentaires, nous avons une diminution donc extrême de la masse des coccolithes démontrée avec des carottes sédimentaires, et cela ici en rouge pour Emiliana Rosley et en bleu pour Geophyrocapsa oceanica, les mêmes qu'on avait mesurés dans la colonne d'eau pour faire l'étude de l'océan actuel. Alors, comme je vois qu'on arrive au temps limite, je vais vous prendre peut-être 5 ou 10 minutes de plus, mais pour vous montrer que des images magnifiques, hein, parce que je suppose que vous êtes aussi par visioconférence, c'est un peu plus fatigant. Je vais montrer très rapidement des belles photos magnifiques, des expériences qui ont été faites avec d'autres méthodes, des différents écosystèmes. Alors ça, c'est qu'en plus du laboratoire, on réalise des expériences en mésocosme. Ça, c'est un projet européen auquel je n'ai pas participé. C'est des collègues allemands qui m'ont passé les belles photos. Et en fait, dans chacun de ces mésocosmes, on fait vivre non pas des organismes séparés, mais des écosystèmes ensemble, qu'on soumet à des CO2 qui vont du passé jusqu'au futur, et on fait baisser donc le pH, et cela se rapproche, parce que les premières critiques étaient, est-ce qu'on reproduisait en laboratoire les effets que l'on pouvait trouver in situ? Donc nous avons répondu d'une part avec ces données de ces 10 campagnes, et deuxièmement avec ces analyses des mésocosmes, et aussi, pour finir, donc, les effets incroyables que nous observons et que nous sommes aujourd'hui certains, par toutes les approches différentes, qui est la disparition des récifs coralliens. Alors, au début, quand j'ai commencé à travailler dans les récifs coralliens, en fait, il y avait des récifs qui disparaissaient, qui diminuaient leur surface, et à chaque fois, il y avait des tas d'hypothèses. C'était parce qu'il y avait un apport des fleuves, parce qu'il y avait l'usine de nickel en Nouvelle-Calédonie, parce que les températures, etc. Nos études aujourd'hui montrent que c'est un effet global. Donc, moi, j'avais bâti cette idée en 1998, que ça devait être lié forcément à un phénomène global, et nos résultats en mésocosme, in situ et en laboratoire montrent aujourd'hui que c'est lié à la fois à l'augmentation de la température provoquée par le réchauffement climatique et à la fois par l'augmentation du CO2 et la baisse de pH. Alors, c'est des résultats donc, qui viennent des écosystèmes coralliens avec ma première thésarde d'Alexandra Amat. Donc, on a fait d'abord des études en expériment laboratoire. C'était la première fois qu'on faisait ce type d'expériment. En France, on n'avait pas financé ce projet. Je pense qu'on était un petit peu avant l'heure. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces effets-là. Donc, on avait développé tout un système où on avait mésocosme, c'est-à-dire pas complètement artificiellement, mais il recevait l'eau qui venait du récif, avec des températures contrôlées, avec de la luminosité contrôlée, et nous avons comme ça pu mettre en évidence, donc j'ai toute une animation, on a mesuré le métabolisme, on a contrôlé la lumière, on a imposé le CO2 de l'époque naturelle glaciaire et de l'époque future, on a mesuré la physiologie, et voilà les résultats. En fait, nous avons obtenu que la réponse est non linéaire. Ça, c'est l'époque glaciaire, en moyenne de tous les échantillons, donc c'est une moyenne, mais de beaucoup d'échantillons. Et pour l'époque glaciaire,
lorsqu'on augmentait le CO2 de 180 à 280, on avait une intensification de la calcification. Donc, l'effet de l'augmentation du CO2 et de la baisse du pH n'est pas la même en fonction de la valeur de l'augmentation du CO2 et de la diminution du pH. Du glaciaire à l'interglaciaire, la calcification, d'après nos expériences, pour les coraux aurait augmenté, et c'est ce qu'on observe avec des données paléocéanographiques dans le passé, que les plateformes coralliennes calcifiaient d'autant mieux que le CO2 augmentait entre l'époque glaciaire et l'interglaciaire naturelle. Mais lorsque l'on passait de l'époque interglaciaire naturelle à la perturbation anthropique, on avait donc une diminution de la calcification. Mais pareil, ici dans cette figure à droite, on comparait nos résultats qui sont CO en rose avec des résultats des tas d'autres collègues qui avaient fait des expériences dans d'autres conditions, en manipulant la chimie ou le CO2 et le pH d'une autre manière ou avec d'autres espèces. Et en fait, on a pu répondre à ces questions en analysant la façon dont l'expérience a modifié le pH et le CO2, c'est très important, et les espèces et la durée de ces expériences. Alors, sachez que ces expériences sont de court terme. C'est des coraux, ça peut durer 2 mois, 3 mois, et on peut faire grandir artificiellement des coraux qu'on a piqués et qu'on a sortis de l'eau. C'est des coccolithophoridés, on les a fait avec des clones, et maintenant, moi, au laboratoire, j'ai fait des expériences avec des clones qu'on sait reproduire artificiellement. Mais la question qui se pose, c'est la question d'adaptation. Est-ce que les coraux, au bout d'un certain temps d'être soumis à des faibles pH, ils ne vont pas s'adapter? Et toute la réponse physiologique et épigénétique qu'il faut mesurer aujourd'hui avec de la génétique. Donc aujourd'hui, les études sont orientées vers cette épigénétique, vers cette adaptabilité, vers la longévité, à faire des expériences de plus en plus longues. Alors, bon, j'ai déjà commenté. Ensuite, la deuxième expérience qu'on a fait pendant son postdoc, c'est de faire augmenter en même temps le CO2 et en même temps la température. Ça, on l'avait fait en aquarium, en laboratoire. Ça, c'était à l'île des Bermudes. Donc, entre 20 et 27 degrés, on observe qu'il y a une augmentation donc, de la photosynthèse et on observe une diminution qui est de la calcification ici à droite, qui est d'autant plus marquée que la température est chaude. Ça veut dire qu'un fort CO2, un faible pH avec une forte température, ça nous amène à une calcification qui est d'autant affectée d'autant plus fort que la température est intense. Alors, je crois que je vais finir. Je vais passer cela parce que ça, c'est les modèles qui ont pris les résultats de nos expériences et qui ont prédit, peut-être j'ai dit un mot quand même, le modèle qui dit en prenant les valeurs des cultures qui viennent des expériences, ils ont fait des prévisions pour savoir où les coraux allaient disparaître et à quelle vitesse. On le voit ici entre moins 30 et moins 50% de toute cette surface autour de l'Australie et les récifs coralliens donc tropicaux. Mais depuis ça, on a fait des observations in situ. Les gens ont commencé à faire des observations des différents récifs et on a commencé ici, vous voyez des belles figures, des blanchissements. Alors, on l'appelle blanchiment parce que lorsque les coraux sont attaqués, ils s'expulsent l'algue qui vit en symbiose avec eux. C'est l'algue, c'est-à-dire les zooxanthelles, hein, c'est le phytoplancton, il y a 68 phytoplanctons qu'il y a dans chaque petit bout de corail, c'est donc une symbiose parfaite. C'est un animal qui vit en symbiose avec une algue et c'est grâce à ça qu'elle peut à la fois photosynthétiser et calcifier. Et vous observez qu'au fur et à mesure, on l'appelle blanchiment parce que l'algue, lorsque le CO2, bon, je n'ai pas montré tous les résultats en détail, mais ça, on l'a simulé en laboratoire, lorsqu'elle est attaquée, le corail expulse l'algue pour pouvoir continuer à vivre, mais très peu de temps après, il ne peut pas vivre puisqu'il ne peut plus faire de la photosynthèse, et la photosynthèse est indispensable à la calcification. Donc, les coraux, pour ceux qui plongent, lorsque vous plongez et vous commencez à voir tous les coraux blancs, c'est que l'algue a été expulsée et que les récifs sont en train de mourir. On a aussi observé ça à partir des données satellitales. Comme le carbonate de calcium est blanc, on le voit depuis l'espace et on a détecté des bandes de récifs autour des îles coralliennes qui sont en train aussi de se blanchir. Alors,
Donc, je crois que je vais peut-être finir avec cette figure-là. On a suivi exactement le même corail. Vous avez ici en 1996 le même corail qui était en pleine santé. Donc, on augmente et on commence à observer le blanchiment en 1997, la mort en 2000 et parfois des petites apparitions après 2005 parce que maintenant, il y a des projets d'application des sciences citoyennes et même des touristes qui travaillent avec des scientifiques. Je suis impliquée dans un projet comme ça où on restaure les coraux. Donc, on fait on injecte des coraux vivants et on voit pour voir si on teste les faits pour voir si on peut les récupérer et on peut refaire pousser des coraux et refaire grandir les coraux pour éviter donc la complète. Vous savez que les récifs coralliens, toutes les îles coralliennes, et c'est cet écosystème le plus incroyable de la planète qui fait une grande biodiversité, donc beaucoup d'îles et beaucoup de populations, dans leur survie dépendent de l'existence de ces récifs coralliens. Je vais finir avec ça. Alors, nous allons passer aux questions de ce qui concerne l'acidification. Oh, vous pouvez aussi revenir à des questions de la première partie. Alors, les questions? Oui, bonjour, moi j'ai une question. Oui. Oui, d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'aimerais revenir juste sur l'acidification des récifs coralliens. Est-ce que quand vous avez fait vos expériences, vous avez travaillé sur un genre corallien particulier ou c'était plutôt un large panel comme coraux branchus, coraux massifs, ou ça s'est focalisé sur un genre corallien particulier? Ben, au début, dans les premières expériences que j'ai montrées avec ma première thésarde, on avait utilisé quand même une espèce qui représentait chaque forme. Il y en avait des branchus, il y en avait des compacts, on en a choisi. Mais évidemment, maintenant, depuis, vous voyez, beaucoup d'années qui sont passées, il y a eu plein d'études d'autres espèces, parce qu'il y en a qui montrent. Là, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais peut-être pour répondre à cette question, je pourrais montrer une. En fait, tous les organismes calcifiants ne répondent pas de la même façon. Hein. J'imagine qu'il y a une tolérance à l'acidité qui est différente en fonction du genre corallien. Très différente. Là, je n'ai pas le temps. Hein. Ça ferait un cours où j'aurais fait que l'acidification sans le CO2, mais je pense que comme vous n'avez pas la partie CO2, c'était bien de faire ça. Je peux peut-être montrer une figure qui vous donne une idée, les poissons et tout ça. Ah, tiens, pourquoi je ne peux pas sortir? Ça sort pas. Alors, attendez, je voulais vous montrer une figure. C'est celle-là. Donc, dans celle-là, ça fait par exemple une synthèse. Ça, c'est des synthèses, par exemple, pour les coquilles. Ah, je me suis trompée là. C'est oyster, coquilles Saint-Jacques. Ça vous montre, par exemple, là, c'est une synthèse de toutes les créatures magnifiques, tous les organismes, les crabes, tout ce que vous mangez, hein, les oursins. Et ça montre ici que les réponses des calcifications, en fait, lorsque le CO2 augmente, le pH diminue, ben, ça va dépendre beaucoup des types d'organismes, des espèces, etc. Donc, les crabes bleus, les crevettes et tout ça, ben, il y a par exemple, moi maintenant, je commençais à coopérer un petit peu avec des pays de l'Afrique où on ne connaît pas la réponse des poissons qui pêchent et leur économie en dépend beaucoup. Et en fait, on ne peut pas extrapoler ce qu'un type d'organisme, un type de poisson, un type de corail vaut pour les autres. Hein. C'est très compliqué la vie. Donc, vous avez vu que c'est des réponses non linéaires. Donc, on ne peut pas dire 50 ppm, ça me fait changer ça. Ça dépend si c'est entre 180 et 280. Ça dépend si l'organisme vit dans des pH très faibles. Ça dépend aussi des espèces, etc. Et de la température, c'est ce que je montrais aussi, puisque ça a un effet amplificateur. Si le CO2 augmente, le pH diminue et en plus la température augmente, ce qui est le cas du changement climatique, là, la réponse de la calcification est amplifiée. Ok, super, merci. J'ai une deuxième question alors, Justin. Oui. J'imagine qu'en fait, ces données, elles ont été acquises sur des récifs coralliens et des échantillons entre 20 et 30 mètres de profondeur au maximum. Est-ce que vous avez des données sur des coraux profonds, par exemple, où l'intégration du CO2 se fait à ce niveau de profondeur? Oui. Je ne travaille pas sur les coraux profonds, mais il y a des gens qui travaillent sur les coraux profonds, comme il y a des gens qui travaillent sur tout l'écosystème. Hein, beaucoup des fruits des mers que l'on mange, elles grandissent, comme je le disais avant, au-dessus des sédiments. Et en fait, il y en a maintenant des résultats aussi. Sachez que les coraux profonds, mais ils calcifient moins.
Maintenant, on sait qu'il y a aussi, ils ne fabriquent pas des récifs. Les coraux profonds, ils ne fabriquent pas de récifs. Et donc, et ils calcifient moins. Donc, il y en a, et ils ne construisent pas des récifs, quoi. Donc, l'effet n'est pas du tout le même. Hein. Là, vraiment, la calcification, les organismes qui sont symbiotiques, en fait, comme les foraminifères, hein, les espèces, par exemple, dans l'Arctique, qu'on sait déjà maintenant qu'ils sont en train d'éliminer aussi, c'est vraiment des espèces, j'ai un truc très joli, je vais vous le montrer quand même. Ça, c'est regardez, en effet, ça, c'est l'organisme en Arctique, hein, un théropode polaire. Ça fabrique ces parties dures en carbonate de calcium, en aragonite. Et en fait, ce qu'on observe, ça, c'est pas des résultats à moi, c'est des résultats que des collègues m'ont passés là, mais c'est le ralentissement du mouvement, c'est l'effet dû à l'acidification. Ils l'ont cultivé, ils l'ont mis dans des aquariums et ils ont comparé le mouvement donc de ces ptéropodes polaires et qui fait que ça soit le mouvement, hein, donc ça les permet de se déplacer moins vite et comme ils se déplacent moins vite, ils vont avoir moins de nourriture, etc. Voilà. D'autres questions? D'accord, merci beaucoup. Ouais, il y a quelqu'un d'autre? Alors, je ne sais pas. Personne d'autre a une question, là? Non? Sinon, je peux vous poser des questions. D'accord, vous êtes fatigué? Ça a été? Tout a été compris, là? Il y a d'autres effets de la... Si je peux me permettre, moi j'ai effectivement appris tout un tas de choses que j'ignorais complètement, comme ces possibilités par exemple de surcalcification, alors que bon, on parle tout le temps au contraire de décalcification en présence d'eau plus acide, enfin d'acidification de l'océan. J'ai trouvé ça absolument passionnant et j'ai pas spécialement de questions, mais j'ai trouvé ça passionnant. Oui. Merci, ça me fait très plaisir. Parce que je me suis beaucoup posé des questions en préparant ce cours, parce que souvent je donne des cours plutôt à des océanographes, donc je m'étais dit comment faire le cours pour des gens qui sont un spectre large, quoi. Donc voilà. Non, mais je pense que c'était tout à fait accessible et tout à fait passionnant. Alors, tu nous avais dit que tu nous raconterais comment il était difficile et comment il était récent aussi de mesurer le pH, mais bon, peut-être tu pourras nous le dire la prochaine fois. Mais j'imaginais pas que ce soit compliqué. Peut-être que la prochaine fois, je peux vous en dire un mot, oui, mais j'ai une petite diapo ici pour répondre à cette question de petite diapo. Alors, ça... Le pH, hein, ça vous montre les échelles des variabilités du pH dans l'océan. Il y a cette gamme de variabilités interannuelles, hein, entre, vous voyez, 8.05 et 8.2, variabilité interannuelle. Ça, c'est la variabilité journalière dans les régions côtières. Ça, c'est la variabilité interdécadale. Et ça, c'est la variabilité du pH et du CO2 dans les époques glaciaires interglaciaires. Donc, il nous faut déjà pouvoir mesurer une variabilité de long terme, c'est celle qui est ici, interannuelle, qui va varier entre ici, c'est 8.05 et 8.2. Donc, il nous faut faire des mesures avec 3 chiffres décimales près. Aucun appareil qui mesure le pH, moi aussi je m'étais dit, oh là là, mais comment ça se fait qu'on n'a pas de données de pH? Pourtant, le pH dans ma piscine, hein, moi j'avais une petite piscine à l'époque et je dis, il faut qu'on puisse mesurer le pH de façon colorimétrique, on met une couleur. Le problème, c'est que dans l'océan, comme il y a 3 formes chimiques, hein, vous avez vu CO3-, CO3-, etc. Et ça fait que le pH est un système extrêmement non linéaire et que tous ces paramètres vont le faire varier. Donc, on doit faire 3 chiffres décimales près pour déterminer la variation de l'acidification sur le long terme. Et le pH, on le mesure avec aujourd'hui des électrodes. Un électrode, il faut le calibrer.
et on n'a pas de standard de pH. Donc, on mesure un pH, mais on ne sait pas dire si c'est 8,2 ou 7,2, la valeur maximale. On a un pic, puisqu'on le mesure avec un électrode, mais on ne sait pas si la valeur absolue est celle de 8,2 ou 7,2. Donc, il fallait développer des méthodes chimiques. Et donc, c'est ça qui est très difficile, hein, parce qu'on a cette échelle des valeurs des pH. On n'a pas une échelle de pH dans l'océan due à toute cette non-linéarité et ces formes chimiques différentes. On a cette échelle de pH. Donc, une mesure de pH d'un électrode dans une échelle de pH va me donner une valeur et dans l'autre. Et nous, avec les paramètres biologiques, on veut savoir si c'est 7, on a besoin. Quelle est la valeur limite au-delà de laquelle ils vont se mettre à ne plus pouvoir respirer, etc. Donc, j'ai commencé à développer des capteurs et j'ai maintenant un capteur, un prototype, qui est le premier capteur qui mesure le pH et l'alcalinité sur le même échantillon. Je l'ai installé sur le voilier Tarin. Ça, ce sont les premiers capteurs. Alors, c'est tellement difficile qu'il y a un milliardaire nord-américain qui a proposé un prix aux scientifiques qui développent le meilleur capteur pour le pH. Donc, c'est tout récent, hein, en 2013. Il y a eu les premiers capteurs qu'on commence, hein, je participe à des intercalibrations. Donc, pour comparer ces valeurs de pH, il y a des méthodes. Donc, ça, c'est par exemple, c'est un capteur SAMI, c'est le premier capteur colorimétrique, une mesure chimique. Le mien aussi, c'est une mesure chimique. Je crois que je ne l'ai pas mis là. Je vous le montrerai en deuxième cours. Mon capteur s'appelle Apache. Donc, je ne l'ai pas mis là-dedans. Et donc, là, par exemple, j'avais mis les premières données. Les premières données sont tout récentes. Ça, c'est les premières données, un article que j'ai publié avec une postdoc où on mesurait en continu en même temps le CO2, en même temps le pH dans l'océan Arctique, puisque c'est là où j'ai l'hypothèse que l'acidification est la plus intense et la plus rapide. Et en fait, ça, ce sont mes premières données qui montrent en effet que ce petit théropode qui vole comme ça, on a déjà des valeurs des pH. Vous le voyez ici, hein, les valeurs des pH qui sont en train d'atteindre des valeurs, vous voyez, bien inférieures à 8. Donc, on a les prévisions des modèles qui étaient une acidification beaucoup plus forte en Arctique avec les nouveaux capteurs, mais qu'il faut encore, on a besoin encore de développement parce que le temps de réponse est très long, parce qu'on ne peut pas mettre les mesures chimiques, c'est très compliqué avec des mesures physiques, mais c'est tout le problème, comment on calibre la valeur absolue de pH, etc. Donc, c'est un travail en progrès. J'ai une thésarde qui vient de commencer, qui va travailler sur le capteur. J'ai un prototype qu'on aimerait commercialiser, mais c'est très difficile de commercialiser les choses en France. On commence à pouvoir mesurer, avoir une idée de la valeur vraie, absolue du pH, mais il faut encore plein de progrès. C'est clair, Jocelyne? Oui. Merci. Ouais. Merci pour toutes ces précisions, oui. Ouais. Voilà. Bon. Donc, d'autres questions ou pas? Hein? Moi, j'avais une dernière requête. Oui. Est-ce que ce serait possible d'avoir une bibliographie sur les travaux que vous avez fait sur les récifs coralliens et l'acidification? Je vais vous faire une petite, pas comme moi, hein, je vais vous faire une petite, un petit dossier avec même des choses que j'ai pas dit, hein, pour ceux que ça intéresse, d'autres études. Hein. Le but, c'était pas de passer en revue tous les types d'organismes, mais de vous donner une idée. Vu que je travaille là-dessus, j'aimerais bien avoir un panel de bibliographie. Vous travaillez sur les récifs coralliens? Ouais, je travaille avec Aline Tribolet. Ah, d'accord, mais Aline, elle doit avoir plein de choses, Aline, non? Oui, bien sûr, mais c'est toujours bien aussi d'avoir d'autres perspectives, d'autres personnes. D'accord, je note, d'accord. Ok. C'est super, merci beaucoup. Parce que donc vous travaillez plutôt sur les algues calcaires, non? Je travaille sur les micro-perforants à l'intérieur des récifs coralliens. Les micro-perforants, oui. C'est pas pareil, hein, les micro-perforants que les récifs. Je travaille sur la bioérosion, en fait, biologique. D'accord. Par contre, vous pourriez venir me voir au laboratoire et voir, parce que j'utilise tous ces capteurs qui existent, je les ai, hein. Et souvent, le problème qu'il y a, c'est que ce sont les biologistes qui travaillent et en biologie, on n'a pas les mêmes
les mêmes besoins en fait d'avoir des pH aussi précis, on mesure plutôt une variabilité relative. Moi, je m'intéresse à une qualité des pH très fine parce que moi, je travaille dans l'océan ouvert et je veux pouvoir déceler cette baisse d'acidification in situ. Et là, on a besoin d'une très grande qualité des données. D'accord. Voilà. Ben, super, merci. De rien. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on dit que c'est fini le cours et qu'on se retrouve dans une semaine, le 23, pour les zones de minimum d'oxygène? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en effet, merci beaucoup, Diana, parce que c'était vraiment passionnant. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord, pour les zones de minimum d'oxygène. D'accord. Donc, très bonne semaine à tous. Et puis, donc, je fais le lien entre Diana et vous tous pour la communication des informations. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et bonne semaine. À bientôt.